Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition sur la première. Les reconduites à la frontière ont repris discrètement ces derniers jours. Près d'une centaine de Comoriens ont été expulsés vers leur pays d'appartenance. Des reconduites qualifiées de timides par les différentes associations locales. Les explications dans un instant. Les élus de Mayotte au ministère des Outre-mer à Paris, l'occasion d'évoquer le développement économique de l'île, mais aussi d'exposer les différentes doléances du département. Reportage à suivre tout à l'heure. Et puis nous parlerons du festival annuel des images sous-marines. L'événement aura lieu dans 2 semaines. L'occasion pour les organisateurs de sensibiliser la population à la préservation du milieu marin et de promouvoir le plus beau lagon du monde. Les reconduites à la frontière ont donc repris ces derniers jours. Un peu moins de 100 ressortissants comoriens viennent d'être expulsés du département. Insuffisant pour les associations mahoraises qui attendent beaucoup plus de la préfecture. Gervais Nietzsche, Youssouf Ahmed Matoir. Pas le moindre signe d'agacement sur son visage, encore moins dans ses gestes. Pourtant, cette responsable associative est bel et bien en colère. Safina dénonce la lenteur des expulsions d'étrangers en situation irrégulière. Les rythmes de reconduite à la frontière ne nous conviennent pas du tout parce que nous n'avons aucune statistique, nous n'avons pas de communication suffisante pour déterminer quelles sont les personnes qui ont été reconduites, quelles sont les personnes qui sont restées sur le sol français, c'est-à-dire à Mayotte. La réaction intervient au lendemain de l'annonce de la reconduite aux Comores de plus de 90 personnes en situation irrégulière à Mayotte. La préfecture affirme qu'il s'agit des Comoriens que les autorités de Moroni avaient refusé de réadmettre dans leur pays. Certaines associations membres du collectif des citoyens de Mayotte veulent aller plus loin. Elles appellent la population à agir pour mettre un terme à l'immigration clandestine. Nous allons descendre sur les plages, intercepter ici à Dekwassa qui arrive et alerter les gendarmes ou la gendarmerie, en tout cas la police nationale, surtout la gendarmerie, c'est le travail, sur les brigades en tout cas nationaux qui sont chargés de surveiller les frontières. Parce que nous avons comme l'impression que malgré qu'il y ait des mesures qui ont été émises pour lutter contre cela, ça ne suffit pas. Et tous les jours, nous avons toujours des entrées qui ne sont même pas interceptées ici. Donc à un moment donné, il faut que la population se réveille. Un plan d'action serait en préparation. Les associations pourraient le dévoiler dans les prochaines semaines. Direction Paris à présent, où les élus de Mayotte ont été reçus hier au ministère des Outre-mer. Au menu des discussions, développement économique et assises des Outre-mer, l'occasion pour le 101e département de faire entendre sa voix et d'exposer les doléances locales. Miss Baudine Bakar, Olivier Duflo. Après les RUP, place maintenant au développement économique et aux assises des Outre-mer. Lancé en octobre 2017, cet engagement de campagne d'Emmanuel Macron se veut être un temps d'échange et de réflexion avec l'ensemble des ultramarins. Ils ont présenté succinctement comment ça s'est déroulé et finalement il reste le livre bleu qui va sortir où on verra tous les projets qui ont été faits dans les territoires. Et maintenant, la question qui se pose en général, comment va-t-on financer? Voilà le gros problème. Dans quelques semaines, un livre bleu Outre-mer sera donc rédigé et tiendra en compte de toutes les propositions. Vu le contexte actuel de Mayotte, les élus souhaitent bien saisir cette occasion pour demander un effort spécifique au gouvernement. J'ai posé la question précisément par rapport à la situation de crise actuelle à Mayotte et la négociation qui est en cours, qu'est-ce qu'il en est réellement. Donc, un annexe sera rajouté à ce livre bleu spécifiquement aux actions liées à la crise actuelle à Mayotte, avec évidemment des dates de réalisation précises. Nous, ce que nous attendons, et c'est ce que nous avons demandé fortement, c'est que ces mesures-là soient concrètes parce que les Mahorais ne peuvent plus attendre. Il y a une urgence. On sort d'une crise qui n'est pas finie d'ailleurs. Les barrages sont terminés, mais la crise et la grève, elle, continue. Donc on voit bien qu'il y a des urgences et donc nous demandons à ce que ces mesures soient concrétisées assez rapidement. Reste à savoir si cette annexe reflètera bien les 101 mesures proposées dans la plateforme revendicative commune.
Et nous restons à Paris, plus précisément à Montreuil, où se trouve notre envoyé spécial Misbah Oudin Bakar, qui a assisté à la conférence de presse cet après-midi de l'intersyndicale. Bonsoir Misbah, pouvez-vous nous dire que s'est-il dit à cette conférence cet après-midi ? Bonsoir Papineau. Alors comme vous le savez, l'intersyndicale et le collectif n'ont pas été conviés à la réunion de demain à Matignon. Alors pour faire porter leurs revendications et faire entendre leur voix, les quelques membres de ces organisations ont pris l'avion hier pour venir ici à Paris organiser une conférence de presse ici dans les locaux de la CGT en présence de quelques leaders nationaux. Et avec nous ce soir, Jean-Denis Merle de la Fédération autonome de l'éducation nationale. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous comprenez ce geste de vos camarades qui ont pris l'avion pour venir ici faire entendre leur son de cloche ? Oui, bonsoir. Bien sûr que nous comprenons ce geste. C'est effectivement tout à fait normal qu'ils se soient déplacés de Mayotte pour venir ici à Paris de façon à défendre leurs droits. Et nous sommes particulièrement ravis et honorés de les avoir avec nous aujourd'hui et que nous ayons pu leur apporter notre soutien. Mais nous voulons quand même ce soir redire qu'il y a une certaine incompréhension de notre part du fait qu'il n'ait pas été reçu à Matignon, que uniquement les politiques l'aient été, alors que c'est le sort de leur île et de leur pays qui se joue ici, et nous aurions effectivement fortement apprécié qu'il soit partie prenante à cette réunion qui va se tenir demain à Matignon. Alors vous faites part de votre inquiétude, mais est-ce que cela vous étonne? Est-ce que ça vous surprend qu'ils n'ont pas été conviés? Bien sûr, nous ne sommes pas naïfs, nous sommes tout à fait, nous comprenons leur désespoir et puis leur crainte, mais évidemment nous savons très bien que s'ils n'ont pas été conviés, nous espérons que ça n'est pas le cas, mais peut-être est-ce que les élus et les politiques veulent faire leur petite magouille entre eux sans que les parties prenantes de Mayotte soient présentes, de façon après à leur présenter uniquement les décisions qui auront prises et qui les arrangeront, mais seulement nous disons que si c'était le cas, et nous espérons que ça n'est pas le cas, mais si c'était le cas, ce serait effectivement un déni de démocratie, puisque nous rappelons que le territoire de Mayotte est un département français, au même titre que les autres, et qu'il a droit évidemment aux mêmes égards qu'un département de la Dordogne ou du Morbihan sur le territoire métropolitain. La Dordogne que je connais très bien. Alors, 2 mois de grève, 2 mois de blocage. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le gouvernement propose des solutions pérennes? Est-ce qu'une journée Mayotte est envisageable ici dans l'Hexagone? Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut tout faire pour arriver à ce que le gouvernement puisse être convaincu qu'il n'arrivera à aucune décision et que même s'il prend un certain nombre de décisions, elles ne seront pas acceptées à Mayotte si elles n'ont pas été organisées et si elles n'ont pas été discutées avec les Mahorais, s'ils n'ont pas été convaincus du bien fondé des décisions qui seront prises pour eux. De toute façon, ce gouvernement agit de cette façon-là dans tous les domaines, dans le domaine de l'éducation. On le voit aujourd'hui avec la SNCF, il prend ses décisions et il consulte par la suite, ce qui n'est pas comme ça qu'on dirige un pays moderne. Alors une dernière question, parlons d'un domaine que vous connaissez bien, l'éducation. Alors bien avant ce mouvement, c'était déjà un tissu qui laissait à désirer. Aujourd'hui, l'éducation est vraiment largement impactée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Oui, donc le gouvernement prend un certain nombre. D'abord, n'a pas tenu compte de la spécificité de Mayotte parce que c'est un territoire sur lequel il manque beaucoup de choses, beaucoup d'écoles, beaucoup de professeurs, et il prend au niveau national un certain nombre de décisions, comme en particulier la décision de dédoubler dans les communes REP de l'éducation prioritaire les classes. Seulement, il ne tient pas compte du fait qu'à Mayotte, la situation n'est pas la même qu'en métropole, puisque à Mayotte, on manque de classes et d'instituteurs, de professeurs des écoles, et que donc le dédoublement qui est possible ici à Paris ou ailleurs ne l'est pas à Mayotte parce que on manque du nécessaire. Donc il faut que nous, c'est ce que nous demandons à la FAVN, il faut que des mesures spécifiques soient prises pour Mayotte qui tiennent compte de la spécificité de ce territoire.
Merci beaucoup Jean-Denis Merle. Je rappelle que vous êtes de la Fédération autonome de l'éducation nationale. Voilà à Papineau pour l'essentiel de cette conférence de presse et les membres de l'intersyndicale et du collectif œuvrent dans les coulisses pour justement faire partie de la réunion de demain à Matignon, une réunion qui s'annonce très décisive. Merci Misbahoudine Bakar pour toutes ces précisions. Misbah accompagné de Leïla Zelouma. Avec nous sur ce plateau, Fatihou Ibrahim du collectif des citoyens de Mayotte. Bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Alors tout d'abord, un mot sur cette initiative de l'intersyndicale de Mayotte de se rendre à Paris à la rencontre des syndicats nationaux, des confédérations nationales pour interpeller le gouvernement sur la crise actuelle à Mayotte. Oui, donc bonsoir à tout le monde. C'était important pour nous, collectif et intersyndical, d'aller à Paris parce que nous avons demandé depuis bien longtemps, fort longtemps, d'être associés à toute la démarche que compte organiser le gouvernement pour répondre à nos revendications. Toutefois, nous constatons que le gouvernement s'entête à nous exclure à chaque fois à certaines étapes qui sont primordiales. Donc nous avons confié cette mission à l'intersyndicale d'aller voir la Confédération parce qu'il faut comprendre aussi que la CGT, Force ouvrière, CFDT, ce sont des confédérations syndicales et donc il fallait qu'elles aillent aussi montrer qu'il ne s'agit pas tout simplement d'un collectif qui n'a aucune existence légale, mais ce sont des syndicats qui sont reconnus au niveau national. Et donc, il était important de passer par cette reconnaissance nationale. Maintenant, charge au gouvernement de démontrer s'il respecte le dialogue social ou pas. Alors, dans le premier reportage que nous avons diffusé, on a vu le collectif des citoyens de Mayotte, auquel vous appartenez, appeler la population à agir directement sur les plages pour intercepter les kwassa. En réponse aux récentes expulsions qui ont eu lieu à Mayotte, on parle de 90 Comoriens, un chiffre qualifié de timide, voire insuffisant. De toute façon, la population mahoraise, encore une fois, elle n'est pas dupe. La population a compris que depuis maintenant quelques années, l'État se fait totalement absent de ce territoire qui pourtant serait le 101e département. On se demande encore jusqu'à quand. Toujours est-il qu'elle a commencé à prendre les choses en main ces dernières années parce qu'elle constate un État de plus en plus absent. On en veut pour preuve que depuis plusieurs années, la justice elle s'est entêtée à faire comprendre aux Mahorais qu'il ne fallait pas se faire justice soi-même. Donc les Mahorais, qui sont totalement républicains, ont compris ce message. Et à chaque fois qu'il était à chaque fois qu'un Mahorais attrapait un voleur, le premier des réflexes qu'il avait, c'était d'appeler les forces de l'ordre. Toutefois, quand les Mahorais ont compris que les forces de l'ordre donnaient une prime, sans doute, on comprend maintenant, sous la direction de l'État, quand elle donnait une prime aux délinquants, eh bien les Mahorais maintenant, ils ont tendance à se faire justice eux-mêmes. Donc les Mahorais, on a vu, on les a incités à sécuriser les écoles parce que l'État ne veut pas mettre les moyens pour sécuriser les écoles. Les Mahorais ont créé des collectifs un peu partout pour plusieurs dispositifs tels les voisins vigilants pour surveiller les quartiers parce que l'État, encore une fois, est absent et donc les Mahorais sont obligés de surveiller les côtes parce que l'État est absent là aussi. Donc c'est tout à fait, ça s'inscrit totalement dans une démarche de réalisme de la part des Mahorais. Parce que ici c'est chez nous. S'il y en a qui sont là, qui peuvent dire au bout de quelques années, bon moi je m'en vais, j'en ai marre, Mayotte est trop violente. Malheureusement pour nous qui sommes Mahorais, on ne peut pas dire cela. Parce que nous habitons ici, nous sommes nés ici et nous tenons à ce territoire. Merci Fatihou Ibrahim d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes mercredi et comme chaque semaine, vous avez rendez-vous avec votre émission Kalawadala. Voyons tout de suite avec Aldalidi quel sera le thème et qui seront les invités de ce nouveau numéro. Bonsoir Papineau. Ce soir, dans le Kalawadala, nous faisons un premier bilan des actions menées contre l'insécurité et l'immigration clandestine à Mayotte. Parmi les engagements de l'État, il y avait 15 mesures d'urgence comme le démantèlement des bandes de délinquants ou la lutte contre les fausses attestations d'hébergement ou encore la sécurité dans les établissements scolaires. Alors, est-ce que ces mesures ont été amorcées ces dernières semaines? Et surtout, qu'en disent les associations? L'autorité de l'État à Mayotte a-t-elle été restaurée comme s'y était engagé Annick Girardin? On en parle ce soir avec Djamaldine Djabiri du syndicat Unité SGP Police, un représentant du collectif des citoyens de Mayotte,
Patrick Dalani, adjoint au maire de Ouangani, et Saïndou Hamadi de l'association Espoir et Réussite de Doujani. Je vous donne rendez-vous à tout à l'heure dans le Kala Wadala. Kala Wadala, suivre donc tout à l'heure, juste après le journal. En Maoré, justice, l'enquête concernant le corps d'un jeune homme retrouvé sur la plage de Soroa le mois dernier continue. Et aujourd'hui, quelques certitudes sur les causes du décès sont révélées par le procureur de la République. Les détails avec Laïni Saïd Hachim et Daniel Abdou. Il s'agit pour l'instant d'une première étape de l'enquête. L'examen du corps a pu déterminer les circonstances du décès. Pour le procureur de la République, les conditions dans lesquelles le jeune homme a été retrouvé nécessitent de prendre du temps afin notamment de recueillir tous les témoignages. C'est quelqu'un qui a été victime de l'action d'une ou plusieurs autres personnes. Donc ça, c'est une certitude. L'autre certitude, c'est l'identification formelle de cette personne. Donc on sait qui c'est. On connaît sa famille, on connaît sa vie. Pour le reste, c'est un travail difficile. Vous savez que ce meurtre est arrivé pendant la période du mouvement social. Donc, difficulté pour les enquêteurs d'aller sur le terrain, de mener les investigations. Difficulté pour les témoins éventuels de pouvoir être contactés ou se déplacer pour pouvoir apporter leur témoignage. S'il y a certitude sur la nature du décès bientôt un mois après les faits, le temps de la justice semble long pour la famille, encore traumatisée par le caractère violent de l'acte. Notre frère a été tué, torturé. En fait, il a eu une mort tellement cruelle et jusqu'à maintenant, on n'a pas de suspect. C'est une petite île. Et comment ça se fait que jusqu'à maintenant, on n'entend rien, on ne nous dit rien, en sachant bien que le meurtre a eu lieu entre Kahani et Sowa. Et jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Oui. Nous, ce qu'on veut, que l'enquête avance vite pour que les auteurs ou l'auteur de ce crime soient arrêtés et punis. C'est une enquête qui s'annonce d'ores et déjà longue et qui aura probablement des rebondissements dans cet homicide survenu en pleine crise sociale contre l'insécurité à Mayotte. Un mot de santé pour vous informer que 2 cas de dengue importés de la Réunion ont été signalés à Mayotte le mois dernier. Il s'agit de personnes ayant séjourné dans l'île voisine où une épidémie de dengue est en cours. L'ARS Océan Indien recommande aux voyageurs de Mayotte en partance vers la Réunion de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter de contracter la dengue au cours de leur séjour et de risquer ainsi de l'introduire à Mayotte à leur retour. Éducation à présent, pour la 2e année consécutive, un concours destiné à sélectionner des professeurs des écoles qui enseigneront spécifiquement à Mayotte a été organisé. Ce concours s'est déroulé hier. Le matin, c'était les épreuves de mathématiques. L'après-midi, les lettres. Explication avec René Lataste, Nordine Bensmaïl. Épreuve de mathématiques, un baobab, le soleil qui tourne, des ombres portées. L'exercice, vous le devinez. Il est lié directement à l'environnement. L'épreuve de lettres tiendra compte également de la culture de Mayotte. Pour un diplôme au final national, un concours très attendu, en témoignent ces images des nombreux candidats juste avant les épreuves dans la cour du collège de Passamenti. Pendant 3 ans, il y a des épreuves qui ont été pensées par rapport aux besoins du territoire et pour un recrutement spécifique sur Mayotte. Et la particularité de ce concours spécifique, c'est que nous recrutons des candidats qui n'ont pas encore le master, mais qui pendant 2 ans vont avoir 2 ans pour préparer le master et au bout de ces 2 ans pourront être définitivement considérés comme des professeurs des écoles titulaires et pourront candidater à n'importe quel poste, qu'il soit en métropole, à La Réunion, enfin sur tout le territoire français. 700 candidats à Mayotte, 300 en métropole et à La Réunion, pour 90 postes ouverts en concours externe et 30 en concours interne. L'objectif est de recruter des professeurs des écoles de bon niveau, alors que la pression démographique augmente chaque année les besoins.
Et on termine ce journal avec le Festival de l'image sous-marine qui s'ouvre le 2 mai prochain, 24e édition de ce rendez-vous qui vise à sensibiliser la population à la préservation du milieu marin. Les participants sont essentiellement des élèves du primaire et du secondaire. En prélude à cet événement, l'organisation d'un concours de dessin, histoire de mettre en avant le plus beau et le plus vaste lagon du monde. Gervais Nietzsche, Youssouf Abed Matoir. Concentration au maximum. Nouam s'applique. Cet élève de CM2 est le vainqueur des 2 éditions précédentes du concours de dessin dans la catégorie des moins de 12 ans. Le champion tient à conserver son titre. Un peu stressé, non? Oui. Pourquoi? J'ai envie de gagner, j'ai pas envie. Enfin, j'ai envie de gagner et j'ai envie que ça passe. À quelques mètres du champion sortant, des concurrents affichent clairement leurs ambitions. Maëva montre l'étendue de son talent en dessinant des baleines et des requins. J'adore les requins et les baleines. Ah ouais? Du coup, j'ai dessiné ça. Et tu vas gagner ou pas? Je sais pas. Et donc tu vas se concentrer, c'est ça? Oui, je reste concentrée. Cette année, plusieurs dizaines d'élèves de l'école Je veux savoir participent au concours de dessin organisé dans le cadre du Festival de l'image sous-marine. Cela fait 2 semaines que cette enseignante et ses 24 élèves préparent la compétition. Kalia se présente avec des dessins de dauphins. Je les aime bien. Je vois toujours des dauphins. D'accord. Mais est-ce que tu sais que tu peux gagner le baptême de plongée? Oui. Ça te fait pas peur? Non. Ah bon? Ça me donne un petit peu le trac, mais ça me fait pas peur. Pour les motiver, en fait, on les a déjà sensibilisés à l'environnement, au fond marin de Mayotte. On en a beaucoup discuté. Et c'est vrai que le lagon est super important et il faut vraiment le préserver. Et les élèves, je pense qu'ils ont vraiment compris le message. Chaque année, plus de 300 élèves prennent part à ce concours, parrainé par le vice-rectorat de Mayotte. Mais cette 24e édition enregistre un taux de participation relativement faible. Je pense que cette année, il y en aura moins que d'habitude, du fait que la situation de Mayotte a été perturbée pendant quelques temps. Donc il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas pu travailler. Et là, ceux qui travaillent maintenant, ils s'y mettent un peu tard, puisque l'échéance, c'est quand même en fin de semaine. Le concours se fait dans 2 catégories, les moins de 12 ans et les 12-19 ans. Les 15 premiers dans chaque catégorie remportent un baptême de plongée. Le jury se réunira la semaine prochaine pour délibérer et proclamer les résultats. Et c'est sur ces belles images de dessin que nous refermons notre édition. Je vous rappelle que les reconduites à la frontière ont repris assez discrètement ces derniers jours. La préfecture a annoncé le chiffre de plus de 90 ressortissants comoriens expulsés du territoire. Les associations maoraises considèrent ce rythme insuffisant. Elles appellent la population à agir pour mettre un terme à l'immigration clandestine à Mayotte. Merci pour votre fidélité à ce 19h. Darush Daou n'attend plus que vous pour suivre le journal en maoré dans un instant. Et juste après, vous pourrez suivre votre émission Kalawadala avec ses invités. Alda Alidi reviendra sur les mesures à appliquer pour lutter contre l'immigration clandestine. Retour de l'info à 5h demain avec l'équipe de la matinale. Et à 13h, je vous donne rendez-vous pour le journal de la mi-journée. Belle soirée avec nos programmes sur La Première.